Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour, et animé par Antoine, bien sûr. Bonjour Eric, et au programme de ce jour, la visite d'une usine à la pointe de l'innovation. Elle vous recouvre vos vêtements, les nettoie, les enroule et les livre en hélicoptère dans une housse plastique avec un magnifique nœud rose. Une machine très attentionnée, mais qui a aussi la fâcheuse tendance à oxyre le porteur de ses vêtements. Non. Ah, non. Belle introduction pour parler de Killer. Killer, réalisé par Cliff Owen et écrit par Tony Williamson, un épisode de la saison 6. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet épisode aujourd'hui ? Pour une raison un peu triste, en fait. Puisque malheureusement, l'actrice Jennifer Croxton, qui interprétait Lady Forbes Blackney, nous a quittés le 6 décembre dernier à l'âge de 80 ans. Et c'est son unique épisode. Enfin, presque, on va en parler. Vous ne vous connaissez pas, mademoiselle Diana Forbes Blackney, John Steed. Ravi de vous connaître, mademoiselle Forbes Blackney. Enchantée. Beaucoup de fans l'aiment beaucoup, Jennifer Croxton, aiment beaucoup ce personnage. D'autant plus que le choix de ce personnage et le fait de le mettre à ce moment-là a créé beaucoup de questions, beaucoup de rumeurs. Oui, beaucoup de rumeurs. Et donc nous sommes aussi là pour rétablir aujourd'hui la triste vérité de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. En réalité, Meurtre au programme, il a été écrit pour Tara, comme les autres. On a souvent dit, moi le premier d'ailleurs dans mon bouquin, je crois que je disais ça, mais j'ai des excuses, c'était en 1995, on n'avait pas encore toute la documentation qu'on a aujourd'hui. Et on a souvent dit que c'est parce que Linda Thorson avait besoin d'une semaine de vacances. Vous bénéficiez d'une permission? Je suis en permission à partir d'aujourd'hui, 11h30, pour une durée d'une semaine. Et vive les vacances! Mais en fait, c'est exactement le contraire. C'est pas du tout une semaine de vacances. Linda Thorson, elle avait été malade sur le tournage de Mickey et Steed juste avant, et elle devait enclencher avec Étrange Hôtel. Ils ont réalisé qu'elle avait beaucoup trop de travail, qu'elle ne pourrait pas faire Killer en même temps. Ils ont vite bidouillé un remplacement du personnage, mais qui reste dans les mêmes marques. Comme Brian Clement avait promis, là on va en parler, à Jennifer Croxton de la faire tourner, ils l'ont prise, elle, pour jouer ce personnage, qui est en fait, on s'en rend compte dès le début, un hommage et à Honor Blackman et à Diana Rigg. Jennifer Croxton, qui d'ailleurs, elle le dit dans des interviews, connaissait très bien la série, elle savait que c'était un truc culte dans lequel elle entrait. Mais donc, bon, il n'y avait pas de vacances pour Linda Thorson, c'était bien le contraire. Elle devait bosser 2 fois plus que d'habitude. Elle devait refaire des scènes de Mickey et Steed, faire l'épisode de l'hôtel. D'ailleurs, quand elle vient tourner le tag, parce qu'elle tourne une petite introduction et un épilogue, elle tourne ça le 8 septembre. Donc, c'est en plein tournage de Étrange Hôtel. Les 2 épisodes sont vraiment tournés côte à côte. Et fin août, alors que le tournage de Meurtre au programme commence, elle rattrape encore des scènes de Mickey et Steed. Voilà. Et l'épisode va s'étendre sur 1 mois de tournage, du 29 août au 27 septembre. Donc vous imaginez bien l'étalement de la saison 6. C'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire en saison 5, mais qui va devenir vraiment régulier en saison 6. C'est ce qu'ils appelaient en saison 5 travailler back-to-back, 2 épisodes back-to-back, dos à dos. Là, en saison 6, ils arrivent très rapidement à 3. Blackney a permission de collaborer avec vous dans cette affaire. C'est elle qui va remplacer mademoiselle King. Oh, quelle bonne surprise. Toutefois, le service actif est un peu différent de l'école de stage. Forbes Blackney nous a été envoyée par nos services spéciaux. Vous m'en direz tant. Oui, elle vient de passer 18 mois sous un nom d'emprunt à organiser un réseau d'agents très secrets dans les pays du Levant. Dans les pays du Levant? Oui, ou si vous préférez, disons plus simplement en Orient. En Orient? Vous avez dû en apprendre des choses là-bas. Je doute que vous ne les sachiez déjà, monsieur. Écoutez, j'aimerais bien que vous prêtiez un peu plus attention à l'affaire en question. L'hommage à Blackman et à Diana Rigg, il s'explique déjà dans le nom, puisque c'est Lady Diana. Diana, évidemment, qui ferait référence à Diana Rigg. Évidemment. Blackman qui est transformé en Blackney. Alors effectivement, elle va récupérer la garde-robe de Tara, mais je trouve qu'il y a un espèce de style, tu vois, notamment avec les chapeaux qui reviennent. Alors le chapeau qui est vraiment là uniquement pour la scène où elle est avec Steed dans la forêt. Linda va avoir quelques chapeaux, mais
Ça fait vraiment Honor Blackman, quoi. Oui, oui, bien sûr, le côté chapeau, très Honor Blackman. Les vêtements, c'est du pur Alan Hughes, on reconnaît complètement son style. Et si on réfléchit bien, ça pourrait être porté par Tara, tout ça, hein. D'ailleurs, il n'y a pas des vêtements que Tara porte parmi ceux de Forbes Blackney? Le pantalon violet, le haut jaune, c'est pas des choses qu'on revoit C'est des questions qu'il faudrait se poser. Oui, effectivement, j'ai jamais fait attention, mais c'est le même type de chemisier. Oui, oui, elles ont très bien pu échanger certains de ces chemisiers de la même garde-robe. Jennifer Croxton a un particularisme, on peut dire d'elle, hein, clairement que c'est la plus grande Avengers Girl de tous les temps, hein, parce elle mesure 6 foot, donc c'est 1,80 m, quoi, en gros, hein. Elle est pratiquement aussi grande que Patrick McNee, donc talons plats oblige et faire attention quand ils sont côte à côte. Elle en parle de ça, elle dit que comme toutes les actrices qui ont ce problème de taille, ça nuit à sa carrière, bien entendu, tout comme Linda Thorson qui fait quand même 1,75 m. Le personnage de Blackney, il est créé en remplacement sur un coin de table, hein. Dans la précipitation, c'est un concours de circonstances. Mais malgré tout, ils vont quand même essayer de créer un personnage original. Il y a deux choses chez Blackney. Il y a elle revient de l'Orient. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux truc de l'Orient. Je l'essaie. Si je peux distraire son attention pendant quelques minutes, pensez-vous pouvoir le surprendre? Le surprendre, mais je lui fendrai le crâne pour le moins. Bravo, donnez-moi 5 minutes. Et la deuxième chose, c'est le côté lady. Oui. C'est le côté aristocratique. Quoi qu'il en soit, je trouve ça très étrange. Mais vous, monsieur Steele? Appelez-moi Steed, mademoiselle Forbes Blackney. Je vous appellerai Forbes. Bon, elle va pas toujours réussir, mais Croxton va un peu la jouer. Souvent, quand elle se fait attaquer, elle va toujours avoir ce truc un peu outré de qui ose s'en prendre à moi. Je trouve qu'il y a un truc qui marche bien quand même dans ce truc de la haute. Oui, oui, c'est vrai. Bon, le personnage n'a pas beaucoup d'humour, forcément, Oui. mais moi je pense qu'elle prend en plus la direction de Diana Rigg. Il est vraisemblable qu'elle connaissait, hein, comme beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de postures avec les bras croisés, la tête sur le côté, avec un air un peu agacé. Par exemple, la scène aussi où elle surprend le mec par derrière, où elle lui fait un étranglement par erreur, puisque c'est pas un méchant, enfin pas encore. C'est très Diana Rigg, ça fait penser à une petite gare désaffectée, par exemple. Oh, je vous demande pardon, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vraiment, mademoiselle, vous avez de ces méthodes. Au niveau du timing, est-ce que les premiers Tara King sont déjà diffusés au Royaume-Uni quand elle commence à jouer dans Meurtre au programme? Ben non, pas encore, mais ils vont pas tarder. C'est au mois de septembre. Donc Linda Thorson va être enfin dévoilée en Grande-Bretagne à la même époque où elle tourne cet épisode, effectivement. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu tellement se baser sur la performance de Linda Thorson au moment de créer ce personnage non plus, quoi. Alors non, parce qu'elle se connaissait, mais bon, parce qu'il faut le dire, on Allez, peut en parler maintenant. on va crever l'abcès. On va crever l'abcès. En fait, en réalité, pourquoi elle s'est retrouvée, cette jeune femme, sur cet épisode, c'est parce qu'elle avait déjà tourné dans le tout premier épisode avec Linda Thorson, Invitation to a Killing, épisode qui sera abandonné. Elle jouait dedans le personnage d'une photographe qui s'appelle Mary et qui se trimballe avec une corde de top modèle et que Tara va utiliser pour entrer dans le dépôt d'armes, puisque en fait il s'agit, Invitation to a Killing deviendra un dangereux marché. C'est des scènes avec son manteau de fourrure rose vif, hein, quand elle est blonde. Oui, écoutez, il y a des complications, une fille dans le circuit. Elle s'appelle King. Elle se renseigne sur une balle tirée avec un FF-70. Elles avaient plusieurs scènes ensemble, Linda Thorson et Jennifer Croxton. Et épisode dont Jennifer Croxton se souvient très bien parce qu'elle en parle, hein, dans les interviews. Tu as retrouvé il n'y a pas longtemps un bout, on a une page de manuscrit parce que le manuscrit d'Invitation est passé aux enchères une fois. Et donc on a pu en voir quelques pages. Et il y a une page où on voit le personnage de Marie travailler. Ça correspond à la séquence que je viens de raconter, hein. Ça, moi, ça me fait furieusement penser la manière dont c'est écrit au film Blow Up, à la manière dont le photographe de mode est toujours vu dans les années 60 de cette manière-là, faisant prendre des poses insensées, lui-même prenant des poses insensées, se retrouvant toujours allongé au sol, à faire les photos en contre-plongée. Ça, bien sûr, c'est l'image de Blow Up, mais qui avait déjà été reprise dans Chapeau melon, hein, dans Cœur à cœur, dans L'oiseau qui en savait trop. Bon, attention, ne bougeons plus, parfait. Voilà, comme ça, c'est parfait. Non, attends, non, un peu plus vite, voyons. Allez, allez, tiens ça. La cravate, là, le menton levé, là, comme ça, oui, souris, voilà. Et la jambe, oh, très jolie, la jambe, parfait, une allure folle. Attention maintenant. C'est un peu la même parodie à chaque fois, voilà. Mais par des photographes masculins. Ici, on renverse le genre. C'est un fantasme pour les fans, hein. Invitation to a Killing, c'est un vrai... C'est un énorme fantasme.
Ce personnage de Mary, on peut beaucoup spéculer sur quel était vraiment son rôle, qu'est-ce qui a été tourné. On a quand même le planning de tournage de Invitation to a Killing, et ça nous permet de déduire quand même quelques petites choses. On pense quand même que le rôle de Mary, c'était un rôle assez secondaire. Elle servait à faire une distraction pendant que Tara pénétrait l'entrepôt. Il ne reste absolument aucune image à notre connaissance des scènes tournées avec Jennifer Croxton. On a des photos d'elle avec toutes les autres filles, mais qui sont pas, ça fait pas partie de l'épisode, c'est purement des photos posées dans l'appartement de Steve. Donc, elle porte une petite robe, une mini-robe typique de l'époque. Effectivement, ce que tu mentionnes, c'est des scènes de photos de promo. Et en fait, il se trouve que le tournage d'Invitation to a Killing a été très compliqué. Il y a eu plein de problèmes techniques, des problèmes de caméra, des problèmes de voiture. Enfin, il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné. En fait, il est tout à fait possible que le retard dû à cause du tournage d'Invitation to a Killing était à l'origine de ces photos de promo, puisque les filles sont venues un jour où ils tournaient justement une scène dans l'appartement de Steed. C'est aussi une scène coupée, c'est une scène où Tara inspectait des armes trouvées sur les lieux du crime. Et donc, toi, ton idée, que je trouve c'est plutôt bien vu, c'est que les filles ont été convoquées pour rien. Donc, leur faire des photos de promotion, c'était au moins les avoir utilisées, pas les avoir fait venir pour rien. Ils en ont profité. Parce qu'en fait, elle tourne le lendemain. Elle tourne le lendemain en extérieur. Donc, ils se sont dit, le décor est là, il est déjà éclairé, il est tout prêt. Allons-y. Ça aurait été dommage de ne pas les photographier. Heureusement qu'on a déjà ces photos de promo qui nous restent, parce que c'est vraiment les seules, en fait. Donc voilà, on espère que dans les prochains mois, on fera d'autres découvertes sur Invitation to a Killing et que peut-être que la mort de Jennifer Croxton va faire ressortir quelques photos et que ce sera l'occasion d'avoir accès à un aperçu plus large de ce rôle. Et donc du coup, le rôle de Marie ayant été coupé au montage, la malédiction Avengers s'est abattue sur Jennifer Croxton et le producteur Brian Clements, au moment de revenir sur la production, a dit « Je vous promets un rôle un peu plus tard dans la série ». Et au moment de Meurtre au programme, ils ont pensé à elle. C'est bien, c'est pas évident parce qu'ils auraient pu vouloir choisir quelqu'un d'autre. Ils ont dû décider ça peut-être 2 semaines avant le tournage, c'est maximum. Mais il a tenu parole parce qu'il lui avait promis de lui trouver un petit rôle dans la saison à venir. Et ensuite, il y a eu plusieurs rumeurs sur le fait que est-ce qu'elle allait revenir, est-ce que c'était un test pour un remplacement de Tara King. Alors ça, je pense que c'est les fans qui, depuis les années 80-90, se sont mis à fantasmer sur l'idée que c'est un test pour remplacer Linda Thorson. Brian Clement, il a entendu parler de ça, il a dit non, il en a jamais été question une seule seconde. Ce qu'évoquait Brian Clement est plus pervers que ça. Je pense qu'en tant que producteur, c'était bien de montrer de temps en temps aux comédiens et aux comédiennes qu'il n'était pas irremplaçable et qu'on pouvait du jour au lendemain avoir quelqu'un d'autre aussi performant qu'eux. C'est marrant que ça arrive au même moment dans la saison, c'est-à-dire sur Mais qui est Steed, où tu as un jeune baron von Kurt qui fait un vaillant John Steed, si on y réfléchit bien, oui, et qui va très très bien avec Linda Thorson. Et ici, on a une jeune femme qui, au final, remplace très bien Tara, hein, même si moi j'aurais adoré que ce soit Tara qui soit dans cet épisode finalement, mais le remplacement marche pour leur montrer au moment du renouvellement de leur contrat, qui ne sont pas irremplaçables et que les agents n'essayent pas de faire monter les enchères trop haut. Le côté frustration de ne pas faire revenir le personnage a marqué les fans, mais a aussi marqué l'actrice, puisque Jennifer Croxton, elle crevait d'envie de revenir dans un autre épisode. Ah, mais elle en crève d'envie même quand elle fait les commentaires pour les DVD avec Jez Wiseman. Ils en sont à visionner le tag final où donc Tara revient. These end tags, would you have liked to have been in the end tag then with them? Because this is always the yeah, like, the sure. real I'd like to have been in all. Not Tara, me, yes. Yeah. Il dit ben oui, vous auriez pu être dans le tag final. Il dit mais yes. Et elle dit allez va-t'en toi, va-t'en. Là, c'est vu. So it's a bit of a shame that you weren't really. Yes, I should. Yes, go away. Yes, I should. On voit que vraiment, elle aurait adoré revenir. Je sais pas, peut-être qu'elle a dû demander est-ce que j'ai des chances de revenir, ce personnage, et le réalisateur a dû dire oui, peut-être, bien sûr, parce que tu sais pas quoi répondre dans ces cas-là, mais ils savaient tous très bien que non. Mais ceci dit, ça aurait pu être sympathique de la revoir ponctuellement, pas en tant qu'Avengers Girl principale, mais tu vois, dans Bizarre, on aurait pu la retrouver dans Bizarre ou dans Affectueusement Vôtre. Il y a des épisodes où on voit bien le service. Ah oui, dans Bizarre, c'est une très bonne idée. Elle aurait pu jouer le rôle de ce garçon, le capitaine Cordel. Ça aurait été bien comme rôle pour
pour Forbes Blackney et fin de carrière en même temps, hein. Oui, ça aurait été triste de la voir finir dans un cercueil, mais c'est Linda qui l'aurait vu dans le cercueil. Ça aurait été drôle comme message, je trouve. Le personnage est aussi le réceptacle des détracteurs de Tara, donc c'est Oui, aussi. c'est ça le problème. On va y venir quand on va parler un peu de Killer. Le scénario a quand même quelques linéarités. Il est un peu sur des rails quand même, le scénario de Killer, même si Killer est un épisode que j'aime beaucoup. Et donc je pense que le fait d'avoir un nouveau personnage aussi permet de dynamiter un peu l'ensemble. Mais comme moi j'aime bien les interventions de Julie Stevens en plein milieu de saison 2. Donc ils ont transformé une contrainte de production en quelque chose de bénéfique, je pense. Et malgré les contraintes de production et un scénario un peu linéaire, hein, c'est le côté répétitif des meurtres. Sinon, c'est Rima qui en zigouille quand même 6 ou 7 d'agents dans cet Ouais, épisode. ouais, ça fait beaucoup. Alors même si effectivement tous les agents sont bien dessinés, chacun, tous les acteurs sont formidables, c'est vrai que c'est un peu répétitif. On aurait bien aimé d'ailleurs d'autres utilisations de ce décor de cinéma. Moi, j'aurais bien aimé un autre combat avec Forbes Blackney dans le cinéma, tu vois. Bon. Mais malgré tout, l'épisode est très réussi et tout particulièrement, enfin moi je pense que c'est le final avec John Steed est juste génial, quoi. Je confirme que le tour de cou du sujet est bien du 41. C'est là où on voit que la série est quand même quelque chose de très particulier parce que c'est quelque chose d'assez humoristique, c'est quelque chose d'assez prévisible quand même. Il y a une intrigue de The Avengers. Oui. Et pour autant, là, ils sont capables de te prendre 5-10 minutes, mais d'une tension, même un peu d'une violence parce que c'est assez cruel, toutes ces morts de Rimac. La scène, il y a une grande tension. Moi, je crois que le public de l'époque était, oui, sous tension. Il y avait beaucoup de suspense dans Chapeau melon. C'est ce qui était dit en général, même que ça faisait peur souvent, surtout. Mais cette scène n'est pas dénuée d'humour pour autant, parce que Patrick est juste génial dedans. L'idée, alors, de lui refaire porter ce manteau qui vient tout droit de la saison 4, hein, pourquoi? Parce qu'il avait besoin de se déshabiller, donc il lui fallait plusieurs couches, évidemment. Bah c'est ça, en fait, c'est un peu sa barre de vie, mais ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent pour Steed dans ces saisons-là. C'est quand le melon de Steed est détruit, c'est que généralement, on a réussi à atteindre un peu ce personnage. Et là, bon, bah, il va perdre progressivement tous ses attributs, et on voit Steed devenir de plus en plus vulnérable au fur et à mesure qu'il avance contre Rimac. Il est rusé, il se sert de ses accessoires, mais c'est un peu sa barre de vie qui diminue un petit peu à chaque épreuve. Donc, c'est un artifice de cinéma qui marche super bien, moi, je trouve. Sujet 042X2, attaque échouée, Rimac. Bon, la photographie est superbe avec des effets pop art superbes, la cible qui passe sur son corps. Enfin bon. C'est le générique des cibles, ça j'adore. C'est cette idée de la cible qui les suit, qui va tirer dessus. C'est Clive Owen qui est donc le réalisateur de cet épisode. C'est un one-shot, hein, c'est le seul épisode qu'il réalise. Il va travailler énormément la couleur rose-violet. Il y a tout un travail sur cette couleur qui est assez prononcé. Bon, déjà dans les costumes. Oui, dans les vêtements de Force Blackney, oui. Les couleurs, les projections que Rimac va projeter sont souvent des couleurs vives violettes ou la couleur complémentaire, à savoir le vert. Oui. Et il y a toute cette histoire des rubans roses, etc. La carte de vacances de Tara King est une carte rose-violette. Donc il y a un travail sur la couleur violet qui me plaît beaucoup dans cet épisode aussi. A pink and purple pass. Pour autant, ça a été un épisode où il y a eu aussi pas mal de problèmes, hein. Il y a eu quand même cet accident de la part de Jennifer Croxton qui se blesse à l'ongle en tournant la scène de la charrette dans les bois. Elle se blesse le 7 septembre, donc en fait elle a tourné un tiers du tournage. Oui, mais il lui reste pas mal de scènes encore. Ouais. Et donc en fait dans toutes les autres scènes, on le voit très bien qu'elle a le quatrième doigt. Ouais, de sa mais main. avant on s'en rendait pas compte. Hein. C'est aujourd'hui avec la HD, hein, clairement. Ça crève les yeux là, qu'elle a un ongle noir. Moins drôle, il y a un technicien qui est hospitalisé suite à une piqûre de guêpe en extérieur. J'ai lu ça en préparant la documentation. Donc pareil, ça a créé un trou dans le tournage. Elle a beaucoup d'extérieur en fait, Jennifer Croxton, hein, et Patrick aussi. Aussi la poursuite du bus, c'est elle qui conduit. Hein, elle y tient beaucoup, mais elle a raison d'ailleurs. On le voit bien d'ailleurs que c'est elle qui conduit. Comme c'est elle qui conduit, il le montre et on la voit très bien derrière son volant. Donc oui, les raisons d'avoir des accidents, ça pouvait arriver en studio aussi, hein, bien sûr. On a parlé avec Sid Child déjà. Ça fait partie de ces épisodes où on a vraiment la campagne anglaise en mémoire quand on y repense. En fait.
on retrouve aussi un décor typique de The Avengers, c'est Ask School, qui est ce grand bâtiment qui sert à l'usine de Rimac. On l'a jamais aussi bien vu. C'était l'hôpital dans Interférence. C'est là où le docteur Neville se fait enlever dans Le Retour des Cybernautes. Et c'est aussi le QG de Split, de Double Personnalité. Ah oui. Donc c'est un décor assez typique des Avengers. Il a été détruit malheureusement, donc c'était une ancienne école, mais elle n'existe plus aujourd'hui. C'est un décor qu'ils ont souvent utilisé, et là c'est dans cet épisode-là qu'il est le plus joli, je trouve. Ce qui est bien, c'est que cette usine fait face à une petite auberge typique, un pub typique, classique. Donc on est toujours sur ce schéma des oppositions. C'est peut-être pour ça aussi que cet épisode plaît beaucoup et qui fonctionne très bien, c'est qu'il est très Avengers en fait. Puis pareil, Rimac est quelque chose d'ultra moderne avec des décors qui sont complètement fous. Il y a une référence à l'œil de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec cet œil qui observe Steed tout du long. Oui. Et pour autant, tu te retrouves sur une vieille machine à écrire à la toute fin. Donc là aussi, on se retrouve sur le contraste entre la modernité et le pittoresque de l'ancien. Donc ça aussi, ça marche. Moi, j'aime bien cette idée de l'usine aussi, que le méchant se trouve dans une usine qui est quelque chose de très automatisé, il y a quelque chose presque des temps modernes, de la productivité comme ça qui va broyer des hommes. Bah oui, c'est l'idée de détruire les agents secrets à la chaîne, en fait. C'est ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez glaçant et qui résonne bien avec les grandes usines d'ouvriers qu'il y avait à l'époque, avec les bus qui repartent, avec ces mannequins qui sont totalement déshumanisés. Totalement déshumanisés, alors qu'ils sont supposés incarner des ouvriers. En fait, ça va très loin. C'est vraiment un épisode on était là aujourd'hui plutôt sur Jennifer Croxton, mais c'est un épisode qui serait très intéressant à analyser en tant que typiquement Avengers, en fait, dans ce qu'il véhicule, oui. Radiation électrique mortelle par accumulation de kilovolts. Rimac, une machine. L'informatique au service du crime. Bon, cet épisode n'a pas été un long fleuve tranquille aussi du côté de l'editing, du côté du montage. Est-ce que tu veux nous parler de cette scène qui a été coupée dans le QG de Mergrand Probablement une scène un peu de présentation de la mission, qui devait pas durer très longtemps et qui précédait juste l'arrivée de Steed au QG. Oui, où tous les agents, tous ceux qui vont se faire buter, sont réunis dans le QG de Mergrand, y compris Force Blackney. Mais il en est resté des photos, oui, effectivement. Et en fait, on voit du coup dans les photos de tournage ce grand tableau sur lequel est écrit Rimac. Et alors Rimac est composé de plein de missiles, de fusils. Enfin, il y a tout un travail sur la typographie de Rimac qui est assez marrant. Il y a une autre idée que moi j'aime bien dans cette scène coupée, c'est que le réalisateur, et c'est peut-être même une idée du scénario de Tony Williamson, met tous ses agents, et à la base ça devait être également le cas pour Mergrand, sur des rocking chairs. On s'en rend pas compte parce qu'il reste que des images, mais il devait y avoir du coup la leçon devant tous ces élèves qui du coup dodelinaient de la tête dans un bruit constant face à cette assemblée. Ça devait être assez rigolo dans le mouvement. Et moi, ce qui me fait dire que ça a été une coupe tardive, c'est qu'on sait qu'il y a eu un reshoot de la part de Charles Crichton, qui est un autre réalisateur de la série, en octobre. Il fait un gros plan de Mergrand, et probablement c'est quand Mergrand dit Blackney, j'ai à vous parler. Force Blackney, j'ai à vous parler. Blackney se retourne, et là, en fait, on retrouve le montage original et on voit qu'il y a encore tous les élèves autour du tableau que du coup on n'a pas vu mais qui se retrouvent dans le fond. Oui. Et en fait on voit que Blackney, elle n'est pas du tout en train d'écouter Mother à ce moment-là, elle est en train de discuter avec Calvin qui va se faire tuer un petit peu plus tard. On sent qu'on est en train de prendre une scène en route et qu'on n'a pas eu l'introduction de cette scène, et peut-être qu'il y avait même une introduction un tout petit peu différente pour le personnage de Lady Forbes Blackney. Mais peut-être, oui, effectivement, qu'elle avait même une ligne ou deux de dialogue, poser des questions sur Rimac, enfin... Je pense qu'il pourrait y avoir une autre scène coupée, je m'en suis rendu compte en revoyant l'épisode. Ce serait la scène chez Fancy Frill avec Freddy, le marchand de rubans. Bonjour, je m'appelle Freddy. J'ai certainement de quoi donner toute satisfaction à monsieur. Parce qu'ils ont quand même construit tout un décor pour quelque chose comme 1 minute de temps d'écran, pas plus. Et ils ont tourné 1 à 2 jours de tournage dans ce décor. C'est quand même pas beaucoup pour le peu qui nous reste. Donc, Oui, et d'ailleurs, en fait, cette scène où, de toute évidence, on veut nous faire comprendre que le personnage de Freddy est gay, ça n'est pas tellement mis en valeur. Moi, je pense que la première scène avec Steed devait contenir d'autres dialogues. Oui. Plus de sous-entendus. Voilà, avec des sous-entendus, et que du coup, il y a quelques vannes plus tard dans l'épisode au sujet
quand il découvre un des gangsters et que Steve dit mais... Ce gaillard n'a pas l'air particulièrement efféminé. Et en fait, les vannes fonctionnent pas très bien, probablement parce qu'on nous a coupé quelque chose avec Freddy. Alors que j'aime bien la scène de la découverte de son corps. Est-ce que Freddy est un homme d'un certain âge avec du ruban rose autour du cou? Oui. Ça fait partie des moments drôles. Comme d'habitude, je fais un petit point VF sur les traductions de l'épisode. J'ai relevé quelques petites choses qui étaient des traductions un peu plus libres ou des traductions qui ne fonctionnaient pas tellement. Les méchants, ils étaient beaucoup plus sarcastiques dans leurs réponses. Ils sont tous autour d'une table et en version française, ils disent C'est une merveilleuse idée de prendre son thé ici. Ouais, quand il y ait des bruits d'hélicoptère. En version anglaise, ils disent en plus on entend les anges passer. A splendid idea taking tea like this. Listening to the people go by. Il dit aussi à la santé d'un bon agent secret qui n'est plus. Il dit en fait un bon agent est un agent mort en anglais. Well, here's to one good agent. A dead one. Ah oui. Et enfin j'en ai une dernière de la part de Forbes Blackney. Quand elle retrouve Steed de façon... d'ailleurs, c'est un trou dans le scénario, comment Blackney arrive dans la dernière salle de Rimac. Oui, mais ça, on est prêt à l'accepter. C'est drôle en même temps. En français, elle dit... Il est dit dans le manuel de l'agent, chapitre 3, faites preuve d'initiative. Là où en anglais, c'est si la lumière passe, vous aussi. Agent's Manual, Section 3, Paragraph 4. Always go in through a skylight. Oui, c'est un peu pareil, c'est une absurdité, hein, finalement. Voilà. Oui. Voilà, et puis bien sûr, je voulais dire un petit mot comme d'habitude sur Killer. Ça m'arrive de confondre des titres d'épisodes et j'étais persuadé que l'épisode s'appelait Rimac en VO. Et en fait, non, il s'appelle Killer. Bon, je pense que c'est bien, meurtre au programme. Il y en a qui trouvent que c'est pas terrible parce que ça dévoile trop vite que l'antagoniste est une machine, mais personnellement, je trouve que c'est justement un truc qu'on découvre assez rapidement, non Franchement, en 1968, le public, et même en France en 73, est-ce que le public tilte sur au programme? Non, pas vraiment, je crois pas. Après, je pense que quand tu es fan de la série, tu as un état d'esprit chapeau melon, tu comprends assez vite, en fait. Hein. Meurtre au programme, pourquoi pas. Killer, tueur, hein, ça aurait pas été terrible comme Non, titre, non, non, ça marchait pas trop. Mais du coup, moi, je confonds toujours meurtre au programme avec meurtre à épisode. Je confonds toujours les deux épisodes avec leur titre. Et avant de dire Sayonara, donc au revoir en japonais au personnage de Forbes Blackney. Est-ce que toi, tu penses que ça aurait été une bonne Avengers Girl? Est-ce que tu imaginerais une saison complète de Forbes Blackney? Je pense qu'on va être un peu du même avis. Moi, je serais peut-être moins sévère que toi. Je pense que là, il y a des éléments de caractérisation qui permettent de la suivre et de la trouver très sympathique dans un épisode. S'il avait fallu la voir plus, soit ça aurait été un personnage secondaire comme Phaser, enfin quelqu'un dans le service qu'on revoyait ponctuellement, pour lequel on aurait pu avoir 1, 2, 3, 4 épisodes. Mais si vraiment il avait fallu l'installer comme Avengers Girl, je pense qu'il aurait fallu trouver d'autres idées et faire évoluer le personnage comme les autres Avengers Girl ont su s'émanciper au fur et à mesure des épisodes. Ceci dit, il aurait pu assurer la continuité entre le départ de deux Avengers Girl, peut-être, je ne sais pas. Moi, je le vois plus comme un personnage du décor, un personnage... Il n'y en a pas tant que ça, hein, comme les agents sont très transparents. Hormis Mother, c'est un peu compliqué d'avoir des récurrents dans les alliés. Je trouvais ça sympa qu'on puisse avoir ce personnage comme un personnage allié qui puisse revenir. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Lady Forbes Blackney aurait pu tenir le crachoir pendant une saison complète. Moi non plus. Enfin, moi, je pense que le personnage est vraiment brossé à grands traits très rapidement et que on n'a pas l'occasion de le voir. On ne peut pas être méchant avec Jennifer Croxton. Si elle avait eu la chance, peut-être qu'elle aurait réussi à faire quelque chose. D'ailleurs, Jennifer Croxton, c'est assez surprenant. Elle a eu ce rôle dans Invitation to a Killing, mais elle n'avait pas passé le casting pour être Tara King, en fait. Elle avait peut-être essayé et qu'elle n'avait pas été retenue, mais retenue pour un autre rôle, parce que ça, c'est possible. En fait, Jennifer Croxton, comme beaucoup d'autres actrices très talentueuses, n'a pas les qualités qu'ont Honor Blackman, Diana Rigg, Linda Thorson et Joanna Lumley, qui n'est pas le physique parfait de l'Avengers Girl, en fait, voilà. C'est un casting d'Avengers Girl, c'est aussi compliqué qu'un casting de Bond Girl, en fait. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire la recette magique de l'Avengers Girl, c'est une idée d'un producteur qui arrive avec un projet de personnage féminin, ce qui n'est pas le cas sur Blackney, parce que ça a été quelque chose qui a été fait... Non, elle n'a pas été pensée à l'avance, pas du tout. Donc déjà, rien que ça joue en sa défaveur. Et ensuite, c'est une actrice qui prend le projet du producteur et qui va le retordre pour en faire quelque chose de différent et l'amener ailleurs. Exactement. Et pour moi, c'est ça la recette d'une bonne Avengers Girl. Vous les prenez toutes, à chaque fois, il y a ça.
Et du coup, les circonstances ne donnent pas cette occasion à Jennifer Croxton, quoi. Mais le destin va être un petit peu coquin aussi avec elle parce que elle va recroiser la route de la maison The Avengers à plusieurs reprises, puisqu'elle va jouer avec Joanna Lumley 2-3 ans plus tard. Oui, alors quand elle joue avec Joanna Lumley, elle ne sait pas encore que Joanna Lumley va devenir la dernière Avengers Girl. It's Awfully Bad for Your Eyes, Darling. Tonight at 8 o'clock on BBC One. Ouais, cette série It's Awfully Bad for Your Eyes, Darling, qui est introuvable, hein. C'est toi qui m'en as parlé récemment. Tu as trouvé un extrait qui traîne en noir et blanc alors que la série sera en couleur. Ouais. C'est une sitcom avec que des jeunes femmes ravissantes. Et ça n'a pas suffisamment marché pour continuer, donc du coup, c'est une série introuvable, hein. C'est un peu con. Et il reste plus rien, et il y a juste un épisode qui a été sauvé parce qu'il a été copié, mais en noir et blanc. Donc c'est la malédiction The Avengers qui se reproduit sur Jennifer Croxton, puisque à nouveau, du coup, elle est dans des épisodes qui sont perdus, comme Invitation to a Killing. Oui. Et elle est à nouveau en remplacement, puisqu'en fait, c'est l'histoire de 4 filles, hein, cette série. Et elle remplace Anna Polk, qui sera notre Suzy dans Otage, dans les New Avengers, dans le rôle de Virginia Water, qui est donc la méchante voisine contre la gentille voisine Joanna Lumley. Et donc en fait, elle est là, elle fait pas le pilote, elle fait pas le premier épisode, mais elle est là dans les 5 ou 6 épisodes suivants. Pudding, darling, stop slapping all that pancake on your face and listen to us. You must be very careful. Yes, Pudding, men only want one thing, you know. I'm surprised she knows what it is. C'est charmant, enfin ce qu'on voit est charmant, y compris la partie de Jennifer Croxton qui fait une peste assez convaincante. Mais elle va pas recroiser que Joanna Lumley, puisqu'elle va recroiser aussi un peu plus tard Diana Rigg. Pas beaucoup, à dire vrai, hein. Elle se croise à peine sur cette série qui était très importante pour Diana en 77 et 78. Three Piece Suite, c'était un programme ambitieux puisqu'elle faisait 3 sketchs d'un quart d'heure, donc tous les samedis soirs, j'imagine, sur la BBC, avec des personnages complètement délirants. In Three Piece Suite tonight. Celui avec Jennifer Croxton est particulièrement drôle. Une vieille fille qui cherche à rencontrer un homme et qui passe par les petites annonces du journal. Are you quiet, lonely, but passionate? Oh, yes, frequently. Come on then. Oh, but I do have a regular boyfriend, so I haven't been in my life like this. You know, just... Jennifer Croxton, on la voit 2 minutes, quoi, hein, et elle a pas mal changé en 10 ans, parce que c'est 10 ans après. Mais je conseille de toute façon cette série avec Diana Rigg, je la conseille. Oui, elle est assez géniale, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On en reparlera en faisant un spécial Diana, bien sûr. Ouais. Et elle se trouve dans un coffret Diana Rigg BBC, si vous le trouvez, parce qu'il n'est pas si simple à trouver, ce coffret DVD. Et puis elle va boucler la boucle avec Honor Blackman. C'est dans The Upper End, et alors pour les Français, The Upper End, c'est Madame est servie. C'est la sitcom des années 80 américaine, mais les Anglais ont décidé de la refaire au début des années 90 en version AE. Cette série qui raconte l'histoire d'un homme des faubourgs et qui devient l'homme de ménage et même la nounou d'une grande publicitaire qui a du mal à gérer sa vie. Elle a une mère surtout, et donc il faut que ce monsieur s'occupe de toute la famille. La grand-mère de la famille, c'est Honor Blackman. Et c'est une grand-mère très spectaculaire, très sexy, très chaude, qui apprécie beaucoup ce gars des faubourgs. Elle a pris le titre de grand-mère la plus sexy du Royaume-Uni, quoi, en fait. Elle était absolument magnifique. Notre amie Jennifer Croxton vient faire 2 épisodes, donc c'est peut-être un épisode en 2 parties, je crois, je sais pas. Mais on doit pouvoir trouver les épisodes de Upper End sur le net. C'est un peu une gageure de retrouver la filmographie de Jennifer Croxton. Filmographie, il n'y a qu'un seul film. Hein, donc, oui, en plus, il n'y a qu'un seul film, c'est Our Miss Fried. Oui, et on ne connaît pas. Après, elle a fait beaucoup de télévision. C'est quelqu'un qui travaille très régulièrement à la télévision. Mais elle est difficile à attraper parce que comme elle n'est pas régulière, en fait, elle vient souvent faire un épisode par-ci, un épisode par-là. Voilà, elle saute de série en série. Le problème, c'est que souvent, dans ce cas-là, ce sont des comédiens de théâtre qui travaillent beaucoup au théâtre, comme Diana ou Linda. Mais dans son cas, elle, c'est moins évident parce que quand on fait des recherches, on ne trouve pas beaucoup. Si tu fais des recherches sur Linda et le théâtre, tu en as pour des heures, tu vas crouler de travail. Là, c'est pas le cas, donc c'est un peu bizarre. Elle a dû en faire pas mal du théâtre parce qu'elle en parle. Et son rôle le plus connu reste sa participation dans The Avengers.
Bon, nous allons passer à une partie courrier des auditeurs, parce que vous nous avez envoyé pas mal de petites remarques. Vous avez reçu de bien jolies cartes de Noël. Vous ne voulez pas les ouvrir? Aidez-moi, voulez-vous? Je languis de vous, Tara. Je vous enverrai une carte postale. On avait déjà envoyé une de Naples. Avons des journées superbes, Tara. Je déclare forfait, autrement je vais perdre l'appétit. On en a sélectionné 2 qui revenaient sur des thèmes précédemment traités. Notre ami Fred Abrashkov, qui est très présent sur la page Facebook, qui nous dit « Merci d'avoir appuyé sur l'importance de la contribution de Levin, qui me semble encore aujourd'hui être un peu l'angle mort des recherches sur les Avengers, sa mort prématurée noyée ayant privé de son témoignage, de son regard sur la série. » Alors là, je suis mais à 200% d'accord avec lui. Moi aussi. Quand on travaille sur la série, il nous manque des interviews. Philippe Levin, évidemment. Alors ça, je rêverais d'une longue interview de lui. Tony Williamson également. Laurie Johnson, surtout Albert Fennell, j'adorerais. Oui. On en a un peu, mais pas beaucoup. De toute façon, Fred, on va vous en parler souvent de Philippe Levin, j'en suis tout à fait sûr. Je me suis plongé dans son travail pour préparer les cybernautes. J'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait à la télévision, du côté des radiodramas, et j'ai lu aussi son roman L'eau épaisse, qui est encore trouvable d'occasion, donc je vous invite à le commander si jamais vous le trouvez. C'est assez marrant à lire. C'est assez terrible, qu'il soit dégagé de The Avengers en saison 6. Oui, alors la manière dont il a quitté les Avengers était vraiment très triste, mais on reviendra sur tout ça. On fera un spécial John Bryce. Oui, puis on va parler de la fin de Philippe Levin dans la saga des cybernautes. Mais puis sa mort prématurée, bien sûr, c'est très triste. On a perdu un grand auteur anglais très vite. Alors l'autre, tu veux la lire Tu au règne. J'ai toujours trouvé Honor Blackman particulièrement charismatique et j'aimais bien cet acolyte refroidissant les injonctions à la romance hétérocentrée. La vidéo me donne envie de me replonger dans cette saison 3. C'est une très bonne idée. On notera toutefois le traitement final de Pussy Galore dans Goldfinger, que je trouve malheureux. Tout d'abord présenté comme strong female character, Bond réveille ses instincts maternels après une scène ressemblant furieusement à une scène de viol. Très, très intéressant. Alors, la première remarque sur le caractère de Cathy qui refroidit les injonctions à la romance hétérocentrée, c'est même une des problématiques principales de la chaîne de télé à l'époque sur la création de Catherine Gale. Ils disent, mais entre elle et Steed, il peut se passer quelque chose ou non, en fait, c'est non. Et finalement, Honor Blackman va jouer le caractère comme ça, avec non, c'est clairement non tout le temps. Ça leur posait un problème parce qu'ils auraient voulu, à la direction de la chaîne, que le couple finisse par avoir si ce n'est une romance, en tout cas une amorce de romance. Ça aurait peut-être pas été aussi révolutionnaire si ça avait commencé directement avec la saison 4 et avec Emma Peel, parce qu'elle est beaucoup plus douce avec Steed, elle est beaucoup plus agréable, même si moqueuse parfois. Mais là, c'était un refus de la masculinité, de l'autorité masculine, qui vise Steed, parce que Cathy, elle a des sympathies avec d'autres hommes, elle est beaucoup plus cool avec les jeunes d'ailleurs, on pense à Joey, mais aussi à celui le petit génie qui a créé l'ordinateur géant, là. Elle peut être très cool, en fait, on la voit avec d'autres personnages très très cool, mais avec Steed et sa façon de faire, c'est non. Et ça, je trouve ça... C'est un des traits principaux de ces saisons et de ce qui a fait la spécificité de la série. Bon, et du coup, on s'éparpille. Qu'est-ce que tu penses de la scène dans le foin? Qui a fait beaucoup de foin. Alors, pas à l'époque. À l'époque, tout le monde s'en foutait, tout le monde trouvait ça normal, qu'il la force, en fait, littéralement, puisqu'il gagne le combat, il la force à faire l'amour. Il y a un plan où on voit qu'elle craque, elle le serre dans ses bras furieusement, mais c'est vrai que ça ressemble fortement à une scène de viol, en réalité. Et ce viol sur une lesbienne assumée, ça a un côté vraiment désagréable, je suis d'accord. Je trouve que le personnage de Pussy Galore est fantastiquement joué par Honor Blackman. Elle a vraiment marqué la saga avec ce personnage, alors qu'il n'était pas si bien traité que ça, quoi, quand même. Et il était déjà pas si bien traité que ça dans le roman. Ouais, déjà dans le roman et sur le script, moyen. Moi, je pense que ça aurait pu se faire différemment. En tout cas, aujourd'hui, ça se ferait sûrement différemment. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense que le personnage de Pussy Galore, moi, c'est ce qui me fait toujours un peu réévaluer Goldfinger par rapport à Bon baiser de Russie que je préfère. Je trouve que Pussy Galore est trop absente du final aussi, à Fort Knox. À Hot Job, il aurait fallu que ce soit Bond qui s'en occupe, mais Goldfinger, ça aurait pu être Pussy Galore, ça aurait été vachement fort, quoi. Oui, aussi, oui, tout à fait, oui. Et moi, sur cette scène de viol, j'ai quand même une autre chose à dire. Il y a quand même une autre scène très ambiguë de viol qui arrive au même moment sur les écrans, également avec Sean Connery. C'est celle de Pas de printemps pour Marnie,
qui est tourné la même année, quelques mois avant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on se pose encore la question de savoir s'il a lieu ou pas ce viol, non? Je pense que les deux réponses sont possibles et c'est ce qui rend cette scène passionnante. Hitchcock en fait une vraie question, avec une vraie ambiguïté. C'est normal d'être dérangé, si jamais vous regardez Marnie, par cette scène et d'en sortir avec plein de questions. On doit tout ça à Sean Connery aussi, parce que, alors qu'en fait, Hitchcock ne voulait pas de Sean Connery, il lui a été imposé. James Stewart, ça aurait pas fonctionné du tout de la même manière. Il fallait toute l'animalité de Sean Connery pour faire impression dans cette scène, en fait, vraiment. On s'éloigne, on s'éloigne. On va passer au quiz, et cette fois-ci, c'est un quiz un tout petit peu différent, puisque c'est le quiz de Joris. Et maintenant, le quiz de Joris. Pas notre copain Joris, que tout le monde connaît. C'est une encyclopédie vivante sur la série, donc on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que Joris pour nous poser des questions terribles. Et avant d'attaquer le quiz, on va quand même féliciter notre vainqueur, puisque c'est Larry Barkat qui a trouvé la réponse à notre précédente question, à savoir dans quel épisode Christopher Lee revient en dehors de interférence et interrogatoire. Et la réponse était bien sûr dans Homicide des vieilles dentelles, de façon un peu malhonnête, puisque c'est un stock shot, en fait c'est un épisode où des images sont recyclées, du fameux Great Britain Crime, qui était un épisode de John Bryce qui n'a pas été utilisé, mais également d'anciens épisodes, et la séquence du cottage avec le Frankenstone est réutilisée telle quelle dans Homicide des vieilles dentelles, mais sans la musique. 20 fois, il échappa aux mains meurtrières de son adversaire. La lutte se poursuivit, affreusement brutale. Mais bientôt, son habileté commença à jouer en sa faveur. Son habileté à faire quoi? À savoir si bien tomber. Alors, moi, je vais juste ajouter, je ne sais pas si Larry Barkat est quelqu'un qui existe vraiment, ou si ce n'est l'anagramme d'un de nos membres les plus fidèles. Il est plus farceur. Et donc, Joris, sauras-tu nous coller sur Killer et sur Jennifer Croxton? Eh bien, tout d'abord, la première question. Alors, question pour Eric. Est-ce que Jennifer Croxton était familière avec la série? Oui, elle l'a dit dans une interview, elle connaissait très bien la série, et donc elle était dingue de joie de venir jouer dès Invitation to a Killing. Exactement, en fait elle a suivi même la série, je crois même qu'elle mentionne Ian Hendry et chacun des partenaires de John Steed en effet. Une question pour Antoine à présent. Antoine, oui, lors du tournage de Meurtre au programme, donc l'épisode Killer, est-ce que Jennifer Croxton se trouvait proche des studios pour se rendre au travail? Ah, alors ça c'est une bonne question vache. Une bonne vache, oui, hein. C'est une question simple. Oui, niveau beurre sur du pain. Oui, niveau Tara dans le beurre, oui. Je crois qu'elle était proche des studios, elle a loué quelque chose vers les studios, non? C'est pas ça? En fait, elle vivait dans un village qui s'appelait Burnham Beaches. Elle vivait à peu près une vingtaine de minutes de là. Elle était pas loin de tous ces petits studios qui faisaient richesse à l'époque, oui. Ok, bah ça c'était une parenthèse. Le quiz, faut vraiment être des spécialistes quand même. J'avais la question pour vous. Ah, une question pour nous en plus. Quelle est l'anecdote la plus drôle, la chose amusante dont elle se souviendra lors du tournage de l'épisode? Quelque chose d'assez drôle. Moi je le sais. Je pense à un accident, mais ça peut pas être ça le plus drôle. Oh non, non. Pour moi la chose la plus drôle, c'est qu'elle était un peu pompette lors du tournage de la scène du cimetière, puisqu'elle avait bu... Ah mais oui, bien sûr que je suis bête, évidemment. Ben, j'y ai pas pensé, non. Oui. Il venait de revenir de lunch et elle avait eu 2 bons petits verres d'un bon petit Bordeaux. Et qu'elle n'arrivait pas à se souvenir de ses répliques et c'était son 2e jour de tournage, donc c'était particulièrement stressant pour elle. Du coup, est-ce qu'il faut une question pour le public maintenant? Alors j'en ai une. Vas-y. La question toute simple, chers auditeurs. Combien de tenues arbore l'agent Forbes dans Meurtre au programme? Et B. Et voilà. Merci Joris. Finis là-dessus ou tu as quelques recommandations? Alors on va passer faire, en revue quelques petites recommandations. Moi il se trouve que par un hasard de planning j'ai découvert sur ta recommandation Génération Proteus Demon Seed de Donald Cammell qui est réalisé bien plus tard avec Julie Christie dans le rôle principal. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon prolongement de la maison robot un peu malveillante. Je suis Proteus. Proteus. Une nouvelle expérience? Ou bien... J'ai étendu mes systèmes conscients jusqu'à cette maison par stimulation du terminal situé dans votre sous-sol. Tous les systèmes électriques et mécaniques sont maintenant placés sous mon contrôle. J'ai beaucoup aimé mon visionnage. Je trouve que c'est un visionnage très
grattant, très déstabilisant dans ce que ça veut proposer. Donc voilà, Génération Proteus, c'est une bonne continuation si vous voulez rester sur le thème de la maison domotique qui veut vous broyer et vous inséminer, puisque ça va aller jusque-là dans Proteus. Peut-être pas pour les enfants, par contre. Je l'avais vu au cinéma quand il est sorti, je ne l'ai pas revu depuis. Donc c'est très trouble, mais je sais que c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais adolescent. Oui. Et toi, est-ce que tu as une petite recommandation sinon? Tu m'as dit qu'il y avait 2 Hitchcock qui ressortent au cinéma en cette période. C'est Les Enchaînés et Rebecca. Bon, moi, évidemment, je recommande Les Enchaînés à 200%, même si Rebecca est très très bon. Hein. Moi, j'adore les deux. C'est le premier film de la période américaine, Rebecca, et Les Enchaînés, ça sera encore un film avec Selznick. Donc voilà, pour moi, c'est 2 chefs-d'œuvre et ils viennent d'être restaurés. Il faut aller les voir si vous les avez pas déjà. Et alors, il y a dernièrement, on sait qu'il y a eu un documentaire consacré à Diana Rigg sur Channel 5 en Angleterre. Tu as réussi à le voir et tu m'en as fait partager. Ouais, moi je l'ai vu. Alors il faut savoir que le documentaire est disponible en replay sur Channel 5, mais bien sûr, c'est une chaîne qui est accessible qu'aux Anglais. Donc si vous voulez le voir, il faut utiliser un VPN qui vous permet de vous localiser en Angleterre. Je vous laisserai à votre discrétion votre recette pour y aller. At 27, she was a little-known stage actress when she auditioned to join the most popular show on television, The Avengers. When I grew up, The Avengers was one of the biggest things on TV. The Avengers. Moi, je suis un petit peu mitigé sur ce documentaire. Moi aussi, hein, moi aussi. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des interventions, par exemple, il y a Edgar Wright qui est présent dans le documentaire et qui raconte le tournage de Last Night in Soho. C'est très émouvant, très touchant. One of the first things she said that was really striking to me, she says, well, I've read your script and I really like it. And she said, and some actresses are put off by darker material, but I'm not. Ça, c'est très bien. Ça fait partie de ce qu'il y a de mieux dans ce documentaire. Ce sont les interventions des dernières personnes avec lesquelles elle a travaillé, en fait, parce que c'est très sincère et c'est très vrai et c'est très sympa. I remember that she called me. She wanted my permission first to not come back because she was such a pro. She said, darling, will you need me for the extra filming on Soho? And I said, no, Diane. I said, I already told your agents this, is that we're going to work around it. She goes, oh, good, because I don't think I can come back. But I've never missed a day of filming in my life, so it's very important to me. Après, il y a un énorme manque de travail. Sa carrière au théâtre n'est pratiquement pas traitée, juste 5 minutes comme ça. Alors que moi, je pense que c'est l'angle principal. Tu fais un documentaire sur Diana Rigg, ça commence par le théâtre et pas par Emma Peel. Comme beaucoup de documentaires aujourd'hui, ils sont faits par des professionnels qui utilisent le matériel qu'ils ont sous la main et basta, en fait. Voilà. C'est tout à fait ce que tu dis. Ils ont pris le matériel qu'ils avaient sous la main et moi, j'ai une grosse déception sur le matériel photographique, sur les images d'archives. Il y a très peu de photos qui sont utilisées. Les photos qui sont utilisées, on les connaît déjà par cœur. C'est des photos qu'on retrouve facilement sur le Getty, sur Shutterstock. Et c'est là où on en arrive au point qui grince. Ils ont repris des fakes de Diana Rigg. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est vraiment impardonnable. C'est une faute professionnelle. Tu commences ton documentaire avec un fake, avec une photo qui est un montage de fans. C'est vraiment scandaleux qu'une production de télévision ne soit pas capable de se rendre compte de ça par elle-même. C'est un montage grossier, hein, franchement. Ça donne vraiment cette impression d'un documentaire fait quand même un peu à la va-vite, par-dessus l'épaule, par des gens qui ont découvert Diana Rigg en travaillant sur ce projet. Donc voilà, moi je suis un petit peu mitigé par ce documentaire. Je vous invite quand même à aller le voir si vous avez la possibilité pour vous faire votre propre avis. Il est complètement gratuit du moment que vous vous connectez sur Channel 5, donc... voilà, allez vous faire votre propre avis. Voilà, je crois que ça fait déjà pas mal de recommandations pour ce mois de janvier. Ouais, et on vous recommande de revoir Meurtre au programme pour dire goodbye à Lady Diana Forbes-Blackney, à l'adorable Jennifer Croxton, donc on en a longuement parlé aujourd'hui, et on vous retrouve dans une quinzaine probablement. Oui, pour la prochaine fois, nous allons faire un dîner romantique entre nous et nous allons parler d'amour dans la série. Allons, bon, voilà autre chose. Bon, sur ce, je vous souhaite à nouveau un très bon début d'année et prenez soin de vous. Et on vous retrouve donc en février pour le prochain épisode de On a besoin de nous. Eh bien, au revoir, monsieur Steed.